À qui appartient vraiment la ville? On dit parfois que voter ne sert à rien. Mais ne pas voter, ça sert à qui? Connaissez-vous Drancy, cette ville de 70 000 habitants au milieu de la Seine-Saint-Denis? Ici, Gökhan Enver est le candidat de la France Insoumise et du Parti communiste. Il essaye de renverser 25 ans de règne sans partage d'une famille. Oui, une famille. J'ai 21 ans, j'ai jamais vu autre chose, une autre personne, autre famille. Jean-Christophe Lagarde est élu maire de Drancy en 2001, à la surprise générale puisque la ville était un bastion communiste. Il s'impose progressivement comme l'homme fort du 9-3 en se reposant sur un réseau d'élus et de groupes fidèles. Grâce à cela, il est réélu à plusieurs reprises, devient député et président de l'UDI. Et lorsqu'il doit quitter la mairie pour non-cumul des mandats, il lègue la municipalité à sa femme, Aude Lagarde. Ce règne familial est un exemple de ce qu'on appelle les baronnies. Un baron politique est un élu qui exerce une domination durable sur un territoire. On les remarque souvent par une longévité électorale importante, une faible alternance et une personnalisation du pouvoir. Ainsi, l'élu s'assure une fidélité électorale et en limite la contestation. Cela renvoie à une pratique courante sous la Troisième République, au début du suffrage universel. Durant ce que Bernard Manin appelle l'ère de la démocratie des notables, les élus achetaient indirectement la voix des électeurs. Il s'agissait d'un mécanisme ordinaire, presque normalisé. Alexis de Tocqueville, décrivant les premières expériences électorales en France, montre que les villages se déplaçaient en communauté, avec un leader en tête pour ritualiser ce nouvel acte. Progressivement, la culture démocratique s'est approfondie et le secret du vote et l'isoloir entrent en vigueur en 1913. Le système parlementaire et la nécessité de constituer des groupes politiques ont consacré un nouvel âge de la démocratie, celle des partis. Mais le règne de la famille Lagarde n'est pas un exemple archaïque. Il s'agit d'un phénomène très actuel. Au sommet du capitalisme contemporain, l'oligarchie contrôle l'urbanisation, importante dans l'accumulation des richesses. Elle a pour elle la maîtrise des institutions et des normes qui assurent le fonctionnement des communes. Créée dans les années 1990, l'intercommunalité était un rêve de la technocratie. Loi ATR de 1992, loi Chevènement de 1999 et loi NOTRe de 2015, officiellement, ces réformes visaient à rationaliser le maillage territorial français. En réalité, il s'agissait d'adapter les collectivités locales au néolibéralisme. Une grande partie des décisions structurantes se prend désormais dans les établissements publics de coopération intercommunale. Pourtant, dans ces sphères, le débat est présenté sous un angle technique, selon des soi-disant intérêts supérieurs du territoire. On y favorise la collégialité et les alliances gauche-droite. Fabien Desage et David Guéranger expliquent dans leur ouvrage La politique confisquée qu'un régime de consensus local apparaît. D'autant plus que les citoyens méconnaissent les contours des intercommunalités, l'identité des élus et les mécanismes de désignation. Et c'est bien l'objectif, l'opacité de ces structures permet le compromis, l'arrangement et la combinaison secrète. Ainsi, la gauche va voter main dans la main avec la droite les politiques capitalistes de gentrification. Et bien avant le macronisme, le bloc bourgeois trouve son terrain d'expérimentation dans la politique locale. Pendant que les grandes décisions cruciales se prennent ailleurs, les habitants voient leurs problèmes du quotidien s'aggraver et les élus cherchent à assurer leur notoriété. C'est dans cet espace que peut se développer le clientélisme. On va demander à chaque fois, en échange d'un soutien financier, un soutien politique. C'est une relation d'échange entre un patron et sa clientèle reposant sur un partage d'intérêts. Le patron accorde sa protection et distribue des ressources à ses clients qui, en contrepartie, lui apportent leur soutien et contribuent au maintien de sa domination. Il se distingue de la corruption, du trafic d'influence et de la prise illégale d'intérêts, mais il n'est pas moins une atteinte à la probité publique, aux conséquences matérielles très concrètes, car le clientélisme est une relation asymétrique. C'est profiter un peu de la situation de précarité de certaines personnes pour à chaque fois leur proposer des faveurs en échange de vote. Profiter parfois de leur position difficile, parfois des gens qui vivent des problèmes au quotidien, que ce soit en termes de logement, en termes d'alimentation, pour ensuite profiter de toutes ces choses-là pour avoir leur voix et leur promettre je ne sais quoi en échange. Moi j'aime bien prendre un peu, imager ce propos-là avec des cercles d'influence. Donc on sait que le clientélisme prospère là où on a des cercles d'influence importants. Et ce qui est intéressant, c'est que les cercles d'influence importants vont se trouver souvent dans des endroits où il y a des organisations collectives qui existantes. Donc ça va être souvent dans les quartiers populaires, ça va être souvent à travers les réseaux des parents d'élèves, ça va être souvent à travers les associations sportives, culturelles, et donc là où il y a de la vie sociale.
de la vie associative. Ces systèmes reposent sur des groupes associatifs, professionnels et ethniques. Dans le 9-3, les opérations clientélistes touchent les populations diasporiques, vulnérables et précaires économiquement et juridiquement. On promet la mise à disposition de salles, des subventions, des logements sociaux, des places en crèche ou à la cantine. La droite se dit contre le communautarisme, mais elle est la première à s'y conformer dans les quartiers populaires. Dans son enquête Main basse sur la ville, Nassira El Moadem montre que le clientélisme ne se limite pas aux campagnes électorales, il structure l'ensemble du mandat et son mode de gouvernance. Il s'agit d'agréger une somme d'intérêts individuels et de faire des promesses. La mairie fait durer les procédures qui aboutissent au moment de la prochaine échéance électorale. Paradoxalement, il y a une demande sociale de clientélisme, car les gens sont dans le besoin. C'est connu de tous et c'est même accepté et c'est même bizarre parfois qu'on ne soit pas clientéliste pour les gens. C'est « Ah, mais vous nous proposez rien » parce qu'ils ont l'habitude depuis 20 ans, ça fonctionne comme ça. C'est une pratique directement liée à la décentralisation, au néolibéralisme, à la disparition de l'État social et de ses services publics. L'action publique est déléguée aux associations, qui deviennent les courroies de transmission du clientélisme. Dès lors, le clientélisme peut même devenir coercitif. Là, j'appelais une amie qui habite dans un quartier de Drancy, qui elle est responsable associative. Voilà, elle m'a dit, Franco, elle m'a dit, bah, en fait c'est simple, la garde, il nous a appelés, il nous demande de fournir des listes de 50 noms de gens avec des contacts. Et si on ne lui fournit pas cette liste-là, l'année prochaine, on n'a pas de subvention. Il y a aujourd'hui des gens qui me parlent et qui me disent qu'ils sont obligés de tracter Jean-Christophe Lagarde, puisqu'il y a un an et demi de cela, la ville a embauché 10% de personnel communal. Donc on est sur une base en moyenne de 1300 employés communaux, on a eu 150 embauches, il y a un an et demi, de contractuels. Sauf que ces contractuels, il va falloir renouveler leur contrat. Et donc, on compte les gens bénévolement qui sont aujourd'hui sur les marchés à tracter, qui sont membres du personnel communal, et celles qui ne le feront pas, évidemment, peuvent avoir une sanction qui est simplement le non-renouvellement de leur contrat. La société civile locale est mise en situation de dépendance et donc affaiblie. Et ce système s'ancre dans les mêmes quartiers menacés par l'ANRU et l'appétit des investisseurs. Mais ce n'est pas un hasard. Ce système d'échange interpersonnel et précaire masque l'opacité et l'illégitimité des grands projets urbains. On voit donc de plus en plus, en pourcentage d'ailleurs, de logements privés sortir de terre, qui ne sont pas à la destination des Dranciennes et Dranciens, puisque les loyers sont trop chers. Le prix du mètre carré, même pour l'achat, trop élevé. Dans ce système-là, chaque mètre carré est aujourd'hui rentabilisé, voilà. C'est le capitalisme, on produit à partir de rien, et laisser donc le plein pouvoir aux promoteurs immobiliers, que ce soit Vinci, Bouygues, etc. Drancipoli. Un Drancipoli, c'est un track un peu à but humoristique, mais qui reste quand même sérieux, où on tape sur le système qui, depuis 20 ans, ne cesse de tout privatiser dans la ville de Drancy. Et donc, on a tout répertorié dans un Drancipoli, en passant évidemment par la case prison, condamné, détournement de fonds publics, encore mise en examen, bon, beaucoup plus derrière les barreaux au commissariat que dans la ville de Dranciennes et de Dranciens, mais bon. Au final, ce système est extrêmement violent et fait prospérer le pouvoir de quelques-uns sur le dos du peuple. En fait, on a des familles monoparentales dans une extrême pauvreté qui n'ont pas accès aux logements sociaux, alors qu'à côté, on a les enfants, les 3 enfants des adjoints qui ont chacun un logement social dans 3 quartiers différents de la ville. Enfin, c'est un moment, c'est dramatique. Depuis ma candidature, j'ai été la cible de pas mal de questions. Est-ce que j'habitais Drancy? Est-ce que j'y ai grandi? Est-ce que j'ai pas été un parachuté? Est-ce que je veux voiler les femmes? Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je ne ferai pas du favoritisme pour une certaine communauté parce que je suis d'origine kurde, donc je voyais la question arriver. Voilà, il a été inéligible, donc il a mis madame à sa place et là maintenant il revient. Donc bientôt on aura les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, donc bon, le système doit changer et on est là. Alors, là où l'opacité crée l'arbitraire, la transparence et le contrôle citoyen rétablissent l'égalité. Nous, la première chose, c'est vraiment, avant même qu'on prenne le pouvoir, nous, on va signer une charte éthique des élus. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui fait partie du conseil municipal va signer une charte et s'engage à être démis de ses fonctions si jamais il ne respecte pas toutes les règles qu'on aura imposées. De la transparence. Et en fait, là où il y a du pouvoir, créer du contre-pouvoir. Ça veut dire que demain, lorsqu'il y a des commissions qui doivent avoir lieu, sont par exemple des attributions de logement ou de places en crèche, à avoir des gens d'une majorité, mais aussi des gens de l'opposition. Voilà, il y a un ras-le-bol qui commence à s'installer et
Moi, ce que je veux en participant à cette élection, c'est un petit peu incarner ce ras-le-bol et puis le faire monter et faire en sorte que, d'un point de vue démocratique, ça se matérialise par un changement. Et on a fait un meeting qui a réuni 400 personnes le 2 février. Vraiment, beaucoup de Drancéens et Drancéennes qui sont venus écouter ce qu'on avait à dire et c'était très intéressant. On a fait nos vœux avec Clémence Guettet, Céline Malézé, Adi Douara, Karim Inès et moi-même. Et on a réussi à amener plus de 400 personnes à nos vœux, ce qui fait que c'est le plus gros meeting à gauche depuis 2001, source des communistes. Donc je veux bien les croire. Les communes sont ainsi le terrain d'affrontement avec l'oligarchie et ses politiques violentes. C'est ici que les gens se rendent compte des intérêts qu'ils ont en commun. Prêts à dégager l'oligarchie locale, ils ont le mouvement insoumis comme outil politique pour faire advenir la nouvelle France. Et Drancy, tellement à l'image de ce peuple français, préfigure la révolution citoyenne qui attend le pays tout entier.